le questionnement premier, c'est qu'est-ce qu'une famille? Et vous pouvez voir que la famille se structure en étages, en générations. On parlera au cours de cette intervention que de 2 générations, c'est-à-dire, les parents et les enfants, et c'est important de le comprendre parce que je vous parlerai tout au long de cette intervention de la place et de la structure familiale et comment s'organise, la famille dans une structure. Vous expliquer ça, c'est que les étages transgénérationnels sont fondamentaux et je vous parlerai d'un outil qu'on appelle le génogramme et c'est pour ça que je voulais que vous voyiez comment s'organise un génogramme, parce que vous l'avez devant vous et c'est ce avec quoi aussi on travaille auprès des familles. Donc déjà, sur le premier étage, la famille c'est un système complexe composé de sous-systèmes. Le premier étage, c'est un sujet avec son histoire familiale, et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir d'où il vient et sa singularité. Puis, il y a le couple, et ça aussi, c'est important de savoir que dans ce couple, c'est comment ils fonctionnent ensemble. Ça crée la conjugalité qui est au premier étage. Ce mot conjugalité est issu du latin conjugalis, qui est un terme qui vient du verbe conjugare en latin, signifiant unir. De cette origine latine est resté en français l'adjectif conjugal qui est apparu en 1300. Et par exemple, en France, hein, on le rencontre notamment dans la littérature, Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas en 1846, au 19e siècle. La notion de conjugalité est aujourd'hui utilisée en droit et en sociologie aussi pour englober toutes les réalités concernant la situation du couple, son statut, quelle que soit la forme qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a des modes de conjugalité, alors je le reprécise, hein, c'est sur un mode juridique, voire sociologique, et sur un plan de la psychologie, on verra que les modes de couple sont complètement différents. Sur ces questions de droit ou sociologique, ça va être le statut du mariage, le partenariat qu'on appelle le PACS en France en tout cas, et le concubinage. Mais aujourd'hui, dans la mutation que nous connaissons depuis les années 1980-90, qu'est-ce qu'un couple? Alors, ce sont 2 individus qui sont à la fois singularité et altérité. C'est-à-dire, altérité, c'est important parce que nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un alter ego et dans le couple, c'est accueillir la différence et le propre de l'altérité, c'est une personne que j'accueille dans la différence de ce qu'elle est, c'est un autre que moi. Dans le couple, sachant que la complexité aussi, c'est qu'il y a un peu de moi dans l'autre, notamment dans la rencontre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cela forme dès le départ un couple conjugal qui qu'on appelle une diade d'appartenance à l'intersection de 2 romans familiaux. Et ça, c'est déjà très important de le reconnaître et de le connaître et de le repérer, notamment dans l'accompagnement familial, parce qu'à un moment, je suis héritier de là où je viens, de par mes propres parents, mes grands-parents, et cet héritage-là vient faire rencontre avec une personne en face de moi qui est elle-même héritier de ses parents et de sa famille. Et c'est ce qu'on appelle le roman familial. Et ce couple, en principe, il est reconnu par des tiers extérieurs, c'est l'engagement du lien, et on verra de quoi on parle, de ce qui unit ce lien, mais c'est savoir effectivement de quoi nous parlons. Est-ce que c'est un couple amoureux? On va voir ce mot, aimer et amour. C'est un choix réciproque. C'est un système aussi d'autoréférentiel avec ce qu'on appelle l'endogamie ou l'exogamie conjugale. C'est-à-dire que l'endogamie, je me reconnais dans l'autre, par exemple, parce que nous appartenons à la même catégorie socio-professionnelle, nous appartenons au même milieu. Ou est-ce que c'est un autoréférentiel exogamique? C'est par exemple la personne qui va dire, moi, mes parents, j'ai toujours eu horreur du milieu dans lequel ils vivaient. Je vais choisir quelqu'un, un partenaire qui est complètement à l'opposé et on fait un choix autoréférentiel du partenaire qui est exogamique sur certains domaines. Vous expliquez ça, c'est qu'on n'est pas forcément dans la conscience ou on est aussi sur des processus inconscients du choix de partenaires qui sont très héritiers de ce que la personne, de ce que le sujet a vécu. Donc vous parlez du couple déjà, première composante de la famille, premier étage, c'est une dyade. Mais laquelle? Et vous expliquer ça, c'est important parce que déjà travailler sur la famille, c'est travailler aussi sur cette question du couple, comment ils se sont construits. Qu'est-ce qui les unit?
C'est intéressant de voir dans l'évolution, de voir que ces couples, se définissent différemment. Est-ce que c'est un couple d'amis, un couple de colocataires, un couple de soignants, un couple d'enfants, un couple de copossédants, par exemple, qui ont des biens matériels, des immeubles, des parce qu'à un moment, c'est qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui va faire lien? Vous expliquez ça, c'est qu'on est au creuset vraiment du lien qui unit 2 personnes, au-delà d'un mot qui parfois ne vient pas, et on va y revenir, sur la question du verbe aimer. Vous expliquez ça, c'est qu'est-ce qui va faire bénéfice à une relation de vivre avec un partenaire. J'en viens à la question du couple amoureux. Vous expliquez ça, ça peut vous paraître surprenant, mais quand je travaille avec des couples, on commence par dessiner le génogramme. Donc il y a le partenaire et du couple, les deux partenaires dessinés, et donc on trace un trait qui les unit. Et je leur demande parfois qu'est-ce qui mettrait sur ce terme, sur ce lien, sur ce trait, qu'est-ce qui les unit. Vous expliquez les mots que je vous ai énoncés, colocataire, ami. Il faut savoir que ce sont des mots qui sont posés parfois par ce couple. Et c'est intéressant parfois que le mot même d'amour ou le verbe aimer n'apparaît pas sur ces questionnements. Nous sommes dans des concepts qui sont très complexes. Dans les pays francophones, le verbe aimer a une signification qui est délicate parce que nous n'avons que ce verbe et effectivement, on peut aimer son conjoint, son partenaire, mais on peut aimer la drogue, on peut aimer le chocolat, on peut aimer une voiture. Faut savoir que l'amitié a la même étymologie que le verbe aimer. Et le concept d'amour en lui-même, je vous invite à y réfléchir cet après-midi. Vous verrez la complexité de ce mot parce qu'il a une représentation qui est liée aussi à son histoire et à l'histoire du sujet qui le conceptualise. Vous expliquez ça, c'est que l'humain peut aimer sans désirer et il peut désirer sans aimer. C'est le paradoxe aussi qui peut se vivre dans l'amour, comme il peut vivre un va-et-vient aussi, qui est aimer et haïr une personne, qui sont 2 sentiments qui peuvent s'opérer en même temps et qui sont pour moi frères et sœurs. Et ce sont des sentiments, des émotions qui se dialectisent et qui peuvent s'opérer en même temps. C'est pour ça que dans la question du deuil et notamment dans les étapes du deuil et lors de séparation, c'est intéressant de voir et vous l'observerez que dans une étape qui peut être la colère ou le rejet de l'autre et notamment qui peut aller jusqu'à la haine, ce n'est rien d'autre, qu'une mise en place d'une forme d'amour qui s'est inversée par la haine, mais où la personne est toujours au premier plan. Et ça, il faut le comprendre parce que dans l'accompagnement du couple et des familles, ces émotions, il faut absolument les repérer parce qu'elles sont proches, très proches. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être en couple? Alors, je pose, cette interrogation et ma réflexion un jour m'a donné de poser que c'est une rencontre, l'histoire d'une rencontre de 2 personnes qui trouvent un ou des bénéfices collatéraux, hein, parfois, à co-construire ensemble au travers d'un lien d'attachement. Parce que c'est un lien d'attachement qui les unit. Mais lequel? Alors j'en reviens à ce verbe aimer et amour, parce que, par exemple, dans la tradition grecque, nous avons l'amour éros, l'amour philia et l'amour agapé. Et ça va être important aussi de savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans la question du verbe aimer ou de l'amour. L'amour éros, autant à la question sur l'étymologie, est fondé sur la relation sensuelle, charnelle, sexuelle, ce qui est important parce que c'est aussi la deuxième cause de rupture des couples. La question de la sexualité est une question fondamentale aussi au cœur des couples. Il y a l'amour philia, qui est l'attachement au lien, au sentiment d'amitié. C'est pour ça que je vous disais que aimer, on trouve les mêmes étymologies entre amour et aimer, parce que effectivement, au sens grec philia, c'est l'amour au sens amitié. Et vous dire ça, c'est que ce n'est pas pareil, d'aimer en amitié que d'aimer en amour et je tiens à cette notion, notamment par rapport aux jeunes que je peux accompagner sur ces questions-là d'affectivité, de sexualité, puis des jeunes couples aussi. Il y a parfois ces questions qui reviennent. C'est quoi la différence d'aimer en amitié et d'aimer en amour?